Bonjour à ceux que je connais, que j'ai l'habitude de voir régulièrement, et puis bonjour à ceux qui sont peut-être jamais encore venus en webinaire ou encore même chez SSK Formation. Depuis quelque temps, on a pris le parti de faire des webinaires pour peut-être échanger sur des sujets, soit qui nous tiennent à cœur, soit sur lesquels on a des questions. Donc on a déjà fait plusieurs webinaires sur la neuroscience, par exemple, le dernier. Le prochain sera sur la course à pied, où on est impliqué sur la kiné du sport. Et donc c'est vrai que là, avec nos formateurs de notre formation kiné du sport, on va s'impliquer là le 17 septembre sur un webinaire autour de la course à pied, sur comment appréhender le démarrage, les entraînements, les blessures. Bon, j'en dis pas plus, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, on va l'aborder avec David Patros. Donc, avant d'aborder le sujet, je vous présente David, avec qui je collabore depuis maintenant bien une dizaine d'années, non, David? Je Ouais, on sais n'est pas pas dire. loin. Je Ouais, me posais la question. On doit être à ouais, 8 ou ouais, 9 là, ouais. ouais. Donc ça fait quelques années. On a beaucoup travaillé ensemble pour le Pilate. On continue d'ailleurs. On fait des formations au Pilate. Et puis, depuis maintenant un petit moment, on propose une formation que tu as développée autour du vélo. Qui te passionne d'une part, pour lequel tu pratiques. Alors, je me permets de rappeler que David est un ancien sportif de haut niveau, qui a lui-même participé aux Jeux Olympiques. C'était où, David? C'était Sydney. Sydney. C'était Sydney. Sydney. Donc c'est un peu génial, surtout sur la période, puisqu'on y est encore, on est dans les Paralympiques. Donc c'est magnifique. Donc c'est un vrai sportif. Il a développé ce module autour du vélo sur lequel il y a un engouement, où on a de très bons retours. Et puis tu te passionnes là-dessus, et puis tu te rends compte que nos patients se passionnent là-dessus. Et il y a pas mal d'infos, pas mal de blessures, pas mal d'intérêt pour tout ça. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'échanger ce soir sur un webinaire sur le sujet, quoi. Donc voilà pour la présentation de David. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose, David, sur ton parcours et ce qui t'a amené peut-être à développer ces modules et ce webinaire particulièrement. Ouais, écoutez, alors effectivement, donc David, Patros, kinésithérapeute, comme un bon nombre d'entre vous, j'imagine. Il y a probablement aussi des ostéos. Alors diplômé de l'École nationale de kinésithérapie, ça fait déjà un petit moment. J'étais effectivement à ce moment-là en section haut niveau, donc j'ai bénéficié d'aménagements pour pouvoir combiner études et carrière sportive qui s'est effectivement, pour laquelle il y a eu ce point d'orgue aux Jeux Olympiques de Sydney sur 100 mètres et 4 fois 100 mètres. C'était il y a très longtemps. Et donc après ma retraite d'athlète, j'ai bifurqué et je me suis intéressé. Je suis passé donc aux disciplines plutôt explosives que sont celles du sprint vers celles de l'endurance à travers le cyclisme, notamment le cyclisme sur route. Voici 12, 13, 14 ans maintenant à peu près. Et là, dernièrement, ces dernières années, comme pour beaucoup de monde, sur les pratiques sur les chemins, qu'on appelle le gravel. Voilà, avec des compètes, avec un entraînement permanent, assez conséquent sur la semaine, et quelque chose qui effectivement permet de combiner ma curiosité et de kinésithérapeute et de sportif, on va dire, le goût pour le sport. Et comme tu le disais, Cyril, effectivement, on a l'explosion, le développement des pratiques du cyclisme nous a amené à réfléchir sur les pathologies du cycliste. Pour moi-même, puisque effectivement, d'abord je vieillis, et donc c'est intéressant. Le bon côté de vieillir, c'est que tu expérimentes sur toi-même certaines choses, certaines pathologies que tu n'aurais pas pensé pouvoir développer, mais c'est super intéressant au final. Donc voilà. Donc on a de ce fait-là, on a effectivement proposé la formation physiocycle, pathologie du cycliste. Et on arrive aujourd'hui à parler d'aérodynamisme. Alors pourquoi aérodynamisme? Parce que d'une part, c'est un sujet qui est dans l'air du temps, c'est un sujet qui interroge la performance, puisque c'est un
un déterminant très puissant de la performance en cyclisme. Mais ça intéresse aussi la biomécanique, évidemment. Comme vous pouvez le voir sur la photo d'accueil, on peut se dire que c'est pas si aisé de se placer pendant des heures dans une position comme celle-ci. Voilà. Donc c'était intéressant, je pense, d'aller creuser un petit peu. Je pense que le temps de la formation, le temps du webinaire, le temps de l'échange, c'est un temps où on se prépare un petit peu à aborder des sujets. Donc on creuse un petit peu, voilà, pour les soumettre à une forme de concertation clinique, pour que voilà, qu'on puisse se poser des questions ensemble, réfléchir, avancer, dire peut-être oui, peut-être non, peut-être qu'il y aura mieux à faire, et en tout cas avancer ensemble, puisque c'est l'objectif, je crois, à SSK, c'est quand même d'informer, de former et d'accompagner le plus de professionnels possible vers les compétences d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Donc, pour la présentation. Du coup, par rapport à ce sujet, c'est vrai que c'est quand on en a parlé il y a quelques temps, on se disait que c'était un sujet un petit peu particulier, tu vois, c'était pas directement lié à notre activité, tout ça, mais c'est vrai que comme ça nous intéresse quand même, enfin ça intéresse ceux qui pratiquent le vélo ou ceux qui soignent des patients qui pratiquent le vélo. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu cet aérodynamisme, ce qui t'a amené à cette réflexion, et puis rentrer un peu dans le vif du sujet, nous dire un petit peu ce que tu peux nous apporter sur ce plan-là, quoi. La première des choses, c'est que le constat, c'est que, alors, déjà, le constat, moi, qui m'a interpellé sur l'aérodynamisme, c'est que quand on sort en vélo, les sorties du dimanche, les sorties, voilà, en groupe ou solo, moi, j'aime bien observer un petit peu, et on observe que, alors que ce soit, on parle pas des coureurs professionnels, mais on parle notamment des cyclosportifs, ce qu'on pourrait appeler. La position est quelque chose dont on parle beaucoup, et dans les faits, on peut constater que sur la route, c'est pas toujours optimal, on pourrait dire ça comme ça. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que lorsqu'on reçoit des cyclistes au cabinet, comme c'est mon cas, on peut s'apercevoir qu'il y a un certain nombre d'éléments du bilan, d'éléments biomécaniques, d'éléments ergonomiques qui suggèrent qu'il y a probablement des choses à affiner, à améliorer sur la question de la position, et en l'occurrence sur la question de l'aérodynamisme. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi celui de l'information. On en parlera, on approfondira un petit peu plus par la suite. Mais je pense que nous, en tant que kinésithérapeute, on se doit de pouvoir informer nos patients. On est dans une époque où il y a énormément d'informations. On est même un peu noyé sous les informations. Et des informations d'une qualité on va dire, ultra variable, voire des fausses informations, les fameuses fake news. Donc ça me semble nécessaire que nous, kinésithérapeutes, nous soyons au fait de ce qui est validé, de ce qui est pertinent, de ce qui est concret, pour pouvoir le transmettre. Puisqu'on sait que le temps de nos consultations est un temps, tout à fait privilégié pour faire passer, ça passe ou ça ne passe pas, en tout cas pour tenter de faire passer des informations de santé publique, et en tout cas des informations un peu étayées, un peu consistantes. Voilà. Oui, je sais que toi tu t'appuies un petit peu sur la littérature, sur tout ce qu'on peut trouver, que tu fais une veille régulière. Oui, et c'est important dans notre métier. Maintenant, on sait que ça joue. Alors bon, évidemment, le terrain reste important, et donc il faut cumuler les deux pour avancer. Écoute, je te propose de démarrer sur ta présentation, voir déjà si elle s'affiche à l'écran, déjà si ça marche. Vous l'avez ou pas là? Non. Ah, vous l'avez pas? Non. Alors là, parce que moi je l'ai sous les yeux là. Ah oui. Après, il y a peut-être que moi. Dites-nous les autres si vous voyez, mais je suppose que vous voyez comme moi. Salut tout le monde. Non, on voit rien du tout. On voit rien, oui. Donc du coup, il faut que tu nous le mettes en plein écran comme tu as fait tout à l'heure, non? Est-ce que vous l'avez là? Non. Toujours pas. Mais ça marchait tout à l'heure. Toujours pas? Non. Alors attends, bouge pas. J'échappe.
coup, alors, impossible de partager votre écran, non, une erreur s'est produite, ignorer. Alors, partage. Je recommence la procédure. Vas-y. Tout l'écran, partager. On est tous attentifs. Est-ce que vous l'avez? Non. Non. Ça y est. Ça y est. Ah, ok. Bon, on croise les doigts, que ça tienne. Je ne touche plus à rien. Bon, je vais essayer de faire défiler un peu quand même. Hein. C'est pas toi, ça, hein? Donc, comment? C'est pas toi à l'écran, là, hein? Ce n'est pas moi. Il y a un monsieur un monsieur qui roule très très vite, beaucoup plus vite que moi, qui s'appelle Groblit et qui court désormais sous d'autres couleurs. Mais la photo elle m'intéressait pour illustrer. Vous voyez bien que ça colle un peu avec le sujet. Ouais, exactement. Donc, on va parler un petit peu de position, d'aérodynamisme et notamment du rôle des kinés, hein, ce qu'on a à voir là-dessus, ce qu'on peut en dire et peut-être comment on peut accompagner nos patients cyclistes ou alors conseiller nos patients cyclistes puisqu'on sait que on a aussi ce rôle de conseil, hein, avant d'être des thérapeutes. Je pense qu'on doit, et notamment aujourd'hui à notre époque, on doit être à même de dispenser des conseils. Hein, voilà. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'aérodynamisme? On va commencer peut-être par le définir. Hein. L'aérodynamisme, donc c'est ce qui intéresse la résistance aérodynamique, hein, c'est-à-dire tout ce qui va s'opposer à l'avancée d'un cycliste dans l'air, hein, donc sur la route, mais en l'occurrence dans l'air. Donc cette résistance aérodynamique, elle se décompose donc en une traînée aérodynamique, hein, et également ce qu'on appelle aussi la portance, sachant que la portance, on ne va pas en parler puisque il n'y a pas de phénomène de portance majeur en cyclisme, compte tenu notamment du poids. Ce qu'on peut avoir, des questions qu'on peut avoir par exemple en automobile, on ne les a pas en vélo, puisqu'il n'y a pas suffisamment de surface portante sur un vélo pour pouvoir générer des forces significatives en termes de portance. Par contre, on va parler de traînée aérodynamique. D'accord. Donc la traînée, c'est l'ensemble des forces qui vont s'opposer à la pénétration du couple vélo-cycliste, hein, cycliste-vélo, hein, dans l'air. Hein. On peut penser notamment à la surface frontale du cycliste qui s'oppose à l'air. On peut penser également au frottement du cycliste et du vélo dans l'air. Mais on peut penser également, cette traînée, elle intéresse également tous les phénomènes de turbulence. Donc on n'est pas ici pour faire un cours d'aérodynamisme au sens physique du terme, hein, mais ça me semble important de définir un peu de quoi on parle. Ouais. Et du coup, cette traînée, c'est l'ensemble des résistances à l'avancement dans l'air d'un couple cycliste-vélo. Ouais. C'est la somme de ces forces, d'accord. Pour donner, je disais tout à l'heure que ça peut être quelque chose qui est tout à fait important et c'est un facteur de performance prépondérant. Il faut savoir que lorsqu'un cycliste se déplace à 40 km/h sur son vélo, 90% de la puissance qu'il déploie est déployée pour vaincre la résistance à l'air. Donc c'est colossal. Hein, on développera un petit peu plus, mais c'est tout à fait significatif. L'essentiel de l'énergie déployée est dépensée pour vaincre l'air d'une certaine manière. Alors là, je parle de 40 km/h, c'est vrai que tout le monde ne roule pas à 40 km/h, mais même encore à 24 km/h, la résistance à l'air, c'est la moitié de l'énergie dépensée par le cycliste. Et à 18 km/h, c'est encore un tiers de l'énergie dépensée. Donc même quand on roule moins vite, là, même quand on n'est pas un cycliste des plus performants ou toi des plus... on peut être performant sans rouler très très vite non plus, on peut rouler longtemps, hein, mais et d'autant plus lorsqu'on roule longtemps, ces questions d'aérodynamisme vont être déterminantes, s'il s'agit de performance. Hein. Et voire même, alors j'élargis un tout petit peu là, mais il m'arrive moi de conseiller des patients, des clients, comme je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais qui ne sont pas des cyclosportifs, qui sont plutôt des cyclotouristes ou des cyclo-randonneurs,
quand vous partez en voyage pour faire, je sais pas, 1000 km sur votre séjour, si vous passez un peu plus de temps aéro, vous allez forcément y laisser moins d'énergie. Et ça peut être agréable au bout d'être moins essoré, si je peux me permettre le terme. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet qui est assez transversal et qui, on va le voir, à mon avis, nous intéresse en tant que kiné et nous permet notamment d'aller creuser un petit peu nos principes fondamentaux, voire les revisiter un petit peu pour être plus au point, être plus pointu et voir ouvrir des pistes, ouvrir des voies. Voilà. Donc, oui, là, je me suis mis en petite note, mais à titre de comparaison, cette fameuse résistance à l'air pour un sprinter comme Usain Bolt, quand il bat le record du monde, c'est 92% de son énergie pour vaincre la pénétration dans l'air. Donc, c'est aussi colossal en course à pied, et plus on va vite, plus c'est important. D'accord ? Voilà. Tac. Donc, ici, donc ça, si je fais... Du coup, je me permets, alors ça veut dire que si tu cours sur place ou que tu fais du home trainer, tu as donc pas la problématique et tu peux développer plus de puissance puisque tu n'as pas la résistance de l'air contre toi ? Non, ça veut dire que tu vas pas développer plus de puissance, mais tu vas t'entraîner dans des conditions qui sont pas celles dans les conditions réelles, et donc c'est pas un effort qui te prépare. C'est un effort qui peut pallier en termes métaboliques, en termes cardio-respiratoires, à un entraînement sur route, mais c'est pas les conditions réelles, et donc notamment en termes de ressenti d'effort, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que pédaler à 200 watts sur ton entraîneur et pédaler à 200 watts quand t'as vent de face, c'est pas du tout la même sensation. Donc, comme on le sait, plus lent. Aujourd'hui, c'est quand même l'un des éléments. Une des évolutions de l'entraînement, c'est qu'on sait que l'entraînement se doit d'être le plus spécifique possible. On va vers ce qu'on appelait avant la préparation physique générale, vers le spécifique, mais aujourd'hui on sait que la spécificité, c'est quasiment d'entrée, et c'est l'un des déterminants de poids de l'entraînement. Donc ce que je fais sur entraîneur, oui, sauf que si je m'entraîne que sur entraîneur, je m'entraîne pas de manière spécifique à ce qui se passe sur la route, et du coup je m'expose à certaines déconvenues, c'est-à-dire vent dans le nez, ça va me faire drôle, quoi. Voilà, en gros. Donc sur cet aérodynamisme, les déterminants pour couvrir un petit peu les différents déterminants de cet aérodynamisme, on va bien évidemment avoir le matériel. On va pas détailler ça. Le matériel, c'est quoi ? C'est le vélo, c'est les qualités aérodynamiques d'un vélo, d'un cadre, d'un cintre, de roues, etc. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, sur les grandes courses professionnelles, ils se posent la question qu'ils sont arrivés à avoir des vélos tellement aérodynamiques que ça pose des risques ça pose des questions en termes de risques, c'est-à-dire que ça descend trop vite et que, notamment, ce serait un des éléments qui expliquerait les chutes un peu trop fréquentes ces derniers mois, notamment dans les pelotons professionnels. Bon, ça c'est après, il y a d'autres paramètres également. Donc le matériel, cet aérodynamisme, il est également défini, modulé par les équipements. On peut penser à la tenue. La tenue, ça c'est quelque chose de tout à fait aussi d'actualité, puisque le bon vieux maillot flottant cuissard a été remplacé et de plus en plus remplacé par la combinaison, avec des gains tout à fait importants. Certains parlent de 50 watts de gains en troquant son vieux maillot contre une combinaison sur mesure. D'accord ? Donc voilà, c'est pas notre sujet, mais c'est important de le savoir quand même. Voilà. Et peut-être qui nous intéresse un peu plus, ce sont évidemment les paramètres morphologiques. Donc là, on s'adresse plus, on s'intéresse aux cyclistes qui, comme on le sait, sont individuels et sont variables, tout autant variables. Il y a autant de paramètres que d'humains. Évidemment que une jeune femme qui a une largeur d'acromion de 38, elle est plus aéro qu'un homme un peu costaud avec 46 de largeur d'acromion. Et voilà, donc ce sont les paramètres morphologiques, la taille, on peut penser à la taille, le volume, donc puisque la surface
on va le détailler un petit peu après, mais la surface frontale est en partie déterminée par les paramètres morphologiques. Ouais. Bon, là, nous, on n'a pas la main là-dessus, hein, on ne redessine pas nos patients, mais important de le savoir. Et les paramètres positionnels, hein, donc là, pour le coup, ça va nous intéresser un petit peu plus. La position sur le vélo va définir ce qu'on pourra détailler encore un petit peu plus après, mais va influer sur l'aérodynamisme de manière tout à fait significative, voire colossale. Hein. Et là, pour le coup, on a un peu plus de marge. Alors, soit sur l'aspect positionnement, ce qu'on appelle en anglais le by-fitting, et là, certains, notamment dans la formation physiologique, on aborde ces aspects-là, c'est-à-dire comment poser, quels sont les principes fondamentaux d'un positionnement optimal en fonction des individus. Mais au-delà du positionnement, il y a également le déterminant de la position de l'athlète, hein, du cycliste sur son vélo. Hein. Donc, il là dépend un peu plus aussi de sa position, mais aussi de ses habiletés motrices. Hein. Mais alors, habileté motrice et également de son éducation à la position, de son éducation de cycliste, hein, puisque voilà, donc à préciser encore un petit peu. Donc, nos paramètres ergonomiques. Alors, les paramètres ergonomiques, l'ergonomie, on pourrait se poser pourquoi ce mot-là. C'est simplement la relation entre les paramètres mécaniques, ça c'est le vélo, hein, et les paramètres biomécaniques, c'est le cycliste. Et l'idée, l'objectif, c'est d'associer ces différents paramètres pour obtenir un couple le plus optimisé, en tout cas, qui permet une efficience biomécanique, une efficience, on pourrait dire, ergonomique, la meilleure. Donc, un cycliste, j'ai pris des photos que j'avais, il s'avère que c'est moi. Voilà. Donc, ce qu'on évoquait en termes d'aérodynamisme, on va s'intéresser à la surface, au couple cycliste-vélo, et donc à la surface que ce couple génère. Donc généralement, on le reproduit dans un cylindre. Alors évidemment, il faudrait faire décontourer, etc. Mais là, on voit que l'efficience aérodynamique, elle interroge l'ensemble du couple. Alors ici, on n'est pas là pour parler de mécanique ou de matériel. On va parler un peu plus du bonhomme, hein, du cycliste. Donc c'est cette partie de l'humain sur son vélo. Alors je reprends ici le haut du corps. Pourquoi donc j'ai mis le haut du corps dans un cylindre parce que finalement, une fois que le cycliste est posé sur son vélo, donc une fois que les réglages qu'on espère optimaux lui ont été proposés, hein, finalement, la marge de manœuvre en termes de positionnement sur le vélo, ça va se passer au-dessus des points d'appui. Les points d'appui étant bien évidemment la selle, les appuis les mains sur le cintre, sachant que les appuis sur les pédales ne sont que des appuis relatifs, hein, c'est pas des appuis effectifs. D'accord, voilà. Donc c'est cette portion-là qui va nous intéresser, hein, et donc déjà de comprendre un petit peu comment dire sur cette partie-là, hein, du corps humain, comment cette partie-là est soumise à la résistance à l'air et comment on peut jouer pour diminuer cette résistance à l'air. Voilà. Puisque, en fait, oui, c'est ça, j'ai oublié de vous dire, cette partie-là, le bonhomme sur son vélo, c'est 70%, on estime que c'est 70% de la résistance à l'air. Alors, dans ces 70%, normalement, les jambes sont comprises, hein, mais on a vu que sur les jambes, on ne peut pas, si ce n'est par la hauteur de selle, on ne peut pas tant jouer que ça. C'est beaucoup plus sur l'inclinaison du bus qu'on va pouvoir jouer. D'accord.
Ouais. Et donc, pour jouer sur ces paramètres biomécaniques, finalement, ça va interroger des habiletés motrices. Voilà. Donc, le but, c'est de diminuer cette surface. Cette surface qu'ici, on voit de face. Donc, avec ce cylindre qui est un peu ovalisé, là. Le but étant que cet ovale soit d'une surface la plus minime possible. Alors, cette aérodynamisme, il se calcule, il y a différentes manières de le faire. Aujourd'hui, les équipes les plus, même ça se démocratise, font de la modélisation 3D, avec des scanners 3D. Ils scannent l'ensemble cycliste, vélo en position pour avoir des données objectives de cette surface. Ou alors, avec des tests en soufflerie, ça leur permet de voir un petit peu quel est le profil notamment de la traînée aérodynamique, ou encore avec des tests sur le terrain, dans quelle position la position est la plus efficace. On n'est pas là pour aller à ce niveau de détail, c'est pas notre métier d'ailleurs. On est là pour voir qu'est-ce qui peut nous intéresser nous en tant que kiné, et qu'est-ce qu'on aurait à dire, comment on pourrait aider, comment on pourrait accompagner nos patients sur ces questions-là. Alors pour revenir à cette surface frontale, le but étant que cette surface frontale soit la plus minime possible, quels sont les leviers qu'on a à notre que le cycliste en l'occurrence a à sa disposition. Ça va être évidemment celle de l'inclinaison du buste, c'est-à-dire que plus mon buste est incliné par rapport à l'horizontale, plus le haut du cylindre va être bas, donc plus la surface va diminuer. Sur la largeur de mes épaules, là, le cycliste, lui, n'aura pas beaucoup de solutions. Le deuxième point déterminant, ça va être, j'ai oublié de parler, il y a la tête, le port de tête. Alors, si on pense vélo de chrono, le port de tête sera un point clé, un point très très étudié. Si on pense vélo de route sur des épreuves qui vont durer plusieurs heures, 4, 5 heures, 6 heures, c'est un petit peu, à mon sens, utopique de penser corriger la tête sur des durées aussi longues. Voilà. Sachant qu'un chrono, c'est 30 minutes, 30, 40 minutes, 50 minutes, voire 20. C'est des choses, le port de tête, qu'on peut plus travailler, à mon sens, et à celui d'autres, je pense, en contre-la-montre. Voilà. Après, donc, si on descend un petit peu, on va voir les coudes, c'est-à-dire le placement des coudes, c'est-à-dire que des coudes à l'extérieur vont élargir mon cylindre, donc élargir ma surface. Alors, c'est pas forcément augmenter la surface frontale, mais c'est en tout cas provoquer des turbulences qui seront, dans certains cas, délétères à une bonne qualité aérodynamique. Voilà. Si on descend un petit peu, alors j'ai évoqué le fait que les jambes étaient moins concernées, mais on pourrait penser à un cycliste qui pédalerait les genoux à l'extérieur, par exemple, comme on en voit un certain nombre, et ça peut aussi nous intéresser en tant que kiné, parce que ça peut inviter à aller regarder à certains aspects anatomiques et biomécaniques. Mais un cycliste qui pédalerait les genoux à l'extérieur, il augmenterait la largeur du cylindre, donc il augmenterait potentiellement, il diminuerait sa qualité aérodynamique. Ça, on en voit. Comment ? On en voit de ça. On en voit un certain nombre, ouais, c'est vrai. Et après, souvent, notamment les cyclistes qui avancent un petit peu dans l'âge, je pense que c'est aussi ça. Je pense que c'est s'intéresser, nous, kinés, qui recevons quand même la population générale du cycliste, et notamment qui accompagnons parfois des patients du plus jeune âge, voire à des âges avancés. Les mêmes patients, moi, ça m'arrive, je commence à vieillir, donc j'en ai qui vieillissent avec moi. Et donc, les questions qui étaient les leurs plus jeunes, elles se transforment avec l'âge. Voilà. Donc, après, on va voir les paramètres. Donc, c'est ce qu'on évoquait. Là où on va pouvoir jouer de manière... Ce qui nous intéresse, c'est les paramètres positionnels.
avec l'inclinaison du buste. Donc là, on a un buste qui est comment dire, dans des angles entre 20, 40, autour de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Donc c'est une position qui est considérée aujourd'hui comme, aérodynamique, une position qui va permettre de diminuer ma surface frontale et donc d'augmenter mon efficience aérodynamique. Diminuer ma surface, c'est un point, mais également, donc ici, on reprend le même cylindre qui a diminué par rapport au slide d'avant. Et si on prend notre cylindre, entre guillemets, centré sur le buste, il a encore plus diminué. Donc la marge de manœuvre, elle est là. Alors je pense que si vous êtes un peu amateur de vélo, je vous apprends rien là. Mais cependant, je pense que c'est intéressant de le visualiser et de se le rappeler, mais surtout de se dire que on a notre rôle à informer nos patients là-dessus. Donc là, cette surface frontale, elle est aussi diminuée par le fait que les coudes sont fléchis. Donc on se trouve avec un segment, avec des segments avant-bras qui sont plus face à l'air, mais qui sont dans le prolongement de l'écoulement de l'air, et donc on diminue la traînée et on améliore le coefficient de pénétration dans l'air. Ouais. Donc ça parlait de la surface frontale. Il y a un autre, oui c'est ça, l'efficience aérodynamique, on l'a définie comment? On l'a définie par la surface frontale et le coefficient de pénétration dans l'air. Donc le SCX, c'est ce qui symbolise, c'est la symbolisation de l'efficience aérodynamique. D'accord. On considère que un cycliste qui se trouve en position main sur les cocottes, bras tendus, il a un SCX autour de 0,40. En position main en bas, bras tendus, on arrive autour de 0,30. Alors évidemment, c'est pas individualisé, il y a d'autres paramètres qui jouent, mais en gros, et coup de fléchi, on arrive à quelque chose qui est autour de 0,25, sachant que sur les vélos de chrono, ils descendent encore à 0,20 voire 0,19 en dessous les 0,20, donc ils améliorent encore leur pénétration. On peut penser aux triathlètes pour lesquels c'est un déterminant, qui sont ultra pointus déjà là-dessus, et c'est peut-être eux aussi qui ont ouvert la voie sur ces questions d'aérodynamisme, et qui sont ultra pointus sur ces questions-là, puisqu'ils ont moins, ils roulent pas en peloton, et donc ils ont moins ils n'ont pas les phénomènes d'aspiration à mettre à leur profit. Voilà, tac. Donc oui, ça c'est la surface frontale, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est la ligne comment on pourrait l'appeler, la ligne d'écoulement de l'air, la ligne supérieure, on va dire, d'écoulement de l'air, c'est-à-dire en gros la ligne du dos. Mais c'est pas que la ligne du dos, puisqu'elle intéresse aussi la ligne du casque, la ligne de l'ensemble, un peu la ligne qu'on voudrait la plus horizontale possible sur le haut du cycliste. Alors là, vous avez vu que j'ai triché, c'est-à-dire que la ligne, elle passe pas notamment au niveau de la colonne cervicale, et ça, c'est un endroit qui est assez sensible, puisqu'à ce moment-là, à cet endroit-là, se créent des turbulences qui participent à dégrader la qualité aérodynamique. D'où les casques de plus en plus étudiés, le choix des casques par rapport à la morphologie du cycliste, et qui est de plus en plus regardé, de plus en plus étudié. On n'en est pas là, c'est pas notre métier, mais savoir comment nous, en tant que kiné, on peut accompagner, aider nos patients à peut-être... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai perdu que David ou... Comment c'est possible ça?
participe, à la régulation de l'équilibration, mais également qui participe surtout au fait d'avoir une position économique. C'est-à-dire que la station debout, vous le savez, elle est largement passive. C'est en grande partie possible grâce à notre chaîne statique postérieure. Il s'avère que finalement dans une situation sur le vélo, on s'éloigne un petit peu de la station debout et on met cette chaîne statique postérieure en position d'allongement. Donc pour rappel, cette chaîne statique postérieure, juste les maillons principaux, c'est faux du cerveau, faux du cervelet, c'est ligament nucal, aponévrose dorsale, aponévrose lombaire, aponévrose des carrés des longs. Ensuite, au niveau fessier, on passe au niveau faisceau superficiel du grand fessier, puis la bandette iliotibiale pour descendre en dessous au niveau du segment jambier, membrane inter-osseuse et jusqu'à l'aponévrose plantaire, juste pour mes mots. Il s'avère que cette chaîne statique, elle a un rôle aussi, donc elle orchestre un petit peu le mouvement, et donc le bon fonctionnement, la physiologie optimale de cette chaîne a un rôle important dans l'efficience du mouvement, et également chez le cycliste. Ouais. Tac tac. Hop. Et toujours dans les détaillements biomécaniques, donc sur le slide avant, l'idée en position pour pouvoir adopter une position aéro, c'est de pouvoir allonger cette chaîne statique. Donc c'est s'assurer qu'elle ait un certain degré de liberté, de manière à ce qu'elle puisse être allongée. On pense aussi à la chaîne d'extension, notamment la composante conjonctive de la chaîne d'extension rachidienne, également la chaîne d'extension au niveau du bassin, puisque cette chaîne statique se prolonge dans le bassin avec les aponévroses des pyramidaux et des obturateurs. Autre déterminant biomécanique qui participe, en tout cas qui me semble d'aller participe à sa statique, puisque ça donne un appui antérieur et que du coup ça participe de l'économie de la statique chez l'humain debout. Ouais. Or chez le cycliste, alors ça pour le coup c'est hypothétique, on en sait un petit peu, il n'y a pas d'études là-dessus, on ne peut pas dire qu'est-ce qui se passe au niveau de ce caisson pneumatique en situation sur un vélo, mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est que on s'intéresse notamment aux résultantes de la position sur ces cavités-là, et notamment pour s'assurer d'un certain confort dans une position aéro. Ça interroge le confort viscéral, on va dire comme ça. En tout cas, ça interroge les pressions, notamment les pressions centrifuges au niveau viscéral. Juste pour, par exemple, là j'ai été le week-end de 15 août, j'ai fait un peu de vélo, puisque vous avez compris que j'aime bien ça, et je me suis amusé un peu en pensant notamment à ce soir-là. Je me suis amusé après avoir mangé, j'étais en Bretagne, après avoir mangé ma galette complète, là, je suis reparti directement sur le vélo et je me suis mis en position aéro. Et du coup, c'était tout à fait moins confortable. Donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que l'équilibre des pressions cavitaires, notamment abdominales, participe de pouvoir ou pas adopter une position aérodynamique. Autre exemple
peut-être un peu plus courant, hein. On peut penser à nos patients qui, avançant un petit peu dans l'âge, prennent un petit peu de ventre, hein, ont un abdomen un peu plus conséquent, un peu plus, comment dire, vous m'avez compris, voilà, et ben, est-ce que justement, ils vont pouvoir être aussi aéros qu'ils ne l'étaient peut-être par le passé en étant plus fit, comme on dit rapidement. Hein. Ça intéresse aussi, je pense, alors dans une moindre mesure, les sportifs, les cyclistes en l'occurrence les plus aguerris, qui généralement sont fit, hein. On pense aux athlètes d'endurance, généralement c'est pas le gros ventre, hein. Mais on peut penser notamment en termes de nutrition aujourd'hui, c'est un sujet aujourd'hui, la nutrition. Alors même si la qualité des compléments nutritionnels, des apports énergétiques du sportif a quand même évolué, mais fut un temps, c'était pas étonnant quand on a ingéré beaucoup de sucre, d'être un peu ballonné, d'avoir le bide en vrac, etc. Ah, donc c'est aussi un sujet sur lequel on peut réfléchir, on peut s'interroger. Hein. Celui qui mange beaucoup de glucides et chez lequel ça gonfle peut-être plus que chez l'autre, peut-être qu'il sera un peu moins confortable dans sa position. Hein, puisque, alors, ce que j'ai pas dit, je vais le redire, hein, on a parlé de l'importance de l'aéro, mais il faut savoir que c'est assez colossal. Hein. Si vous parlez un petit peu en termes de watts, un athlète qui roule, on revient là sur l'efficience aérodynamique, un athlète qui roule à 300 watts avec un coefficient à 0,3, et ben, il va à la même vitesse qu'un athlète qui roule à 200 watts avec un coefficient à 0,2. D'accord ? Donc, pour ceux qui font un peu de vélo, vous imaginez, vous sentez vous-même dans votre corps qu'entre 200 watts et 300 watts, c'est vraiment pas la même chose. Voilà. Donc, c'est colossal. C'est-à-dire que plus notre cycliste sera en mesure d'adopter cette position aérodynamique, plus il économisera de l'énergie, et donc plus soit il avancera vite, soit il sera en mesure d'être énergétiquement plus efficace que ses rivaux, par exemple, si on se place dans la question de la compétition. Hein. Bon, voilà. Tac. Alors, les habiletés motrices spécifiques. Donc, évidemment, c'est la capacité d'allonger les chaînes associées. Donc, c'est la capacité à allonger la chaîne statique. Hein. Chaîne statique dont on sait, chez certains, c'est pas si évident que ça. Hein. Quand on fait, par exemple, un test de flexion debout, on a des personnes chez lesquelles c'est quand même pas si simple. Hein. Donc, aussi bien au niveau de la chaîne statique qu'au niveau de la chaîne d'extension. Alors, pour diverses raisons, et ça, c'est là où peut-être nous, on a notre mot à dire, c'est pourquoi cette chaîne-là, elle s'étire pas. Est-ce qu'il y a forcément un déterminant, intrinsèque, génétique, héréditaire, mais il y a aussi potentiellement un déterminant lié, même certainement un déterminant lié au vécu, lié aux antécédents, lié aux éventuellement pathologies associées, etc. Hein, donc, en tout cas, il relève de notre job, hein, de savoir analyser et diagnostiquer un petit peu ça, et éventuellement d'accompagner nos patients pour les aider à gagner sur l'allongement de ces chaînes, et donc éventuellement d'être plus en mesure d'adopter une position aérodynamique. Puisque souvent, et ça ça me passe dans ma tête, mais souvent beaucoup de personnes associent vélo de route à mal de dos. Alors, on n'est pas là pour parler de la lombalgie du cycliste, mais qu'est-ce qui fait que dans une station assise sur un vélo, ça génère autant de maux de dos. Hein, on peut vraiment se poser la question. Voilà. Donc, il y a tout en tout cas, l'une des habilités nécessaires, c'est d'être en mesure d'allonger ces chaînes, et surtout de le faire, et ça me semble important aussi, de le faire dans un certain confort, hein, puisque si on revient sur la question, en tout cas avec une certaine
une certaine facilité. C'est-à-dire que si on revient sur la chaîne statique postérieure et qu'on la voit comme un peu comme un chef d'orchestre du mouvement, on peut, c'est une chaîne qui clairement peut générer parasiter le mouvement, notamment en envoyant des afférences pour dire là on n'y va pas. Une chaîne quelle qu'elle soit, qui pour X ou Y raison n'est pas en mesure de s'allonger, on sait qu'il y a des phénomènes d'inhibition ou d'activation d'ailleurs qui vont faire que ça ne s'allongera pas. On va faire ce qu'on veut, ça ne s'allongera pas. On peut penser par exemple, si on revient sur l'idée du caisson hydropneumatique, la personne qui n'est pas confort sur son abdomen lorsqu'elle s'enroule dessus, il y a tout un tas de phénomènes de réactions corporelles qui vont se mettre en place pour qu'elle n'y aille pas. C'était moi le week-end du 15 août avec ma crêpe dans le ventre, j'y allais pas. Voilà. Donc c'est tout un tas de paramètres qu'on sait d'ailleurs, qu'on sait analyser, qu'on sait diagnostiquer. Après, c'est les mettre l'un avec l'autre, faire notre démarche de diagnostic pour voir qu'est-ce qui fait qu'on peut, qu'est-ce qui fait que ça n'y va pas et comment on peut faire pour éventuellement aider nos patients à ce que ça s'allonge un petit peu plus. On parlera un petit peu plus après de ça. Donc, alors, dans les habiletés motrices nécessaires à une position aérodynamique, il y a bien sûr la capacité d'allongement, mais cette capacité d'allongement, elle ne suffit pas. Puisque, et là il y a une étude qui a été menée, on observe que si on fait progresser nos cyclistes en souplesse, en leur proposant des étirements, ça ne se traduit pas par une évolution de la position, instantanée de la position sur le vélo. D'accord ? Alors que vous prenez, l'étude c'était simplement, vous prenez des cyclistes, vous observez un peu comment ils se positionnent leur bassin, vous le faites étirement des ischio-jambiers, ils progressent en souplesse sur les ischios, mais ça ne se traduit pas sur le vélo par quelque chose, notamment un point important, ça ne se traduit pas par un bassin qui est en mesure de basculer un peu plus. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrôle neuromoteur associé et que ça intéresse le schéma moteur, il va être nécessaire en complément d'un éventuel travail de souplesse, d'associer de la reprogrammation neuromotrice, c'est-à-dire apprendre à se poser sur son vélo. Et notamment, et ça c'est un point qui à mon sens pourrait être un peu plus développé, travaillé, réfléchi, c'est celle de la bascule du bassin, de l'antéversion du bassin sur un vélo. On se rend compte que cette antéversion qui est nécessaire, notamment lorsqu'il s'agit d'être en position aéro, qui est même indispensable, sans quoi du coup vous allez augmenter les contraintes et ça deviendra, ça ne sera pas supportable. Donc l'antéversion du bassin sur vélo est nécessaire, mais elle n'est pas que dépendante de la souplesse, elle est aussi dépendante du contrôle neuromoteur, donc des habiletés motrices aussi. Voilà. Après vient la question de quand ça s'allonge, quand on a le contrôle moteur, il faut aussi pouvoir le tenir. Donc ça va être la tolérance au maintien de la position. Donc notamment si on parle de vélo. Alors si on parle de vélo de piste où ça dure 3 minutes, la tolérance, ce sera d'autres enjeux. Mais si on parle d'épreuves qui durent des heures et des heures, notamment avec l'engouement pour l'ultra-endurance, avec des athlètes qui font des 10, 20 heures, 30 heures, 40 heures sur le vélo, il y a vraiment la question de la tolérance au maintien de cette position. Et donc, ça va être une habilité motrice spécifique à développer, mais avant de la développer, il faut en être conscient. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être placé nickel lors d'un rendez-vous d'études postérales, d'avoir fait un test sur 20 minutes et de voir que tout va bien. Cette position
comment dire, cette somme-là, cette capacité, ce comprometteur, il faut l'associer à la capacité à maintenir ça dans le temps. Et ça se construit, ça se travaille, mais faut-il encore le savoir, hein, qu'il ne suffit pas de pouvoir le faire 10 minutes pour que ça tienne 6 heures. Voilà. Et donc, évidemment, que ce soit, c'est ce qu'on a déjà un petit peu évoqué, qu'au niveau des cavités, ce soit suffisant, enfin, ce soit compatible à soutenir une position aéro de manière durable. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça peut commencer à tirailler. Hein. Voilà. Tac. Après, alors nos stratégies kiné, hein, informer bien sûr. Hein, informer, je crois que ça, on en a parlé un petit peu en début là, mais je crois qu'on est dans une période où il y a vraiment beaucoup d'informations, avec notamment le vélo, enfin peut-être parce que c'est aussi parce que ça m'intéresse, mais il y a tellement d'informations que nos patients ils sont souvent un petit peu pris dans des bulles, alors on appelle ça les bulles cognitives, on va pas faire voilà, mais je crois que l'un de nos comment dire, de notre rôle de plus en plus prégnant, c'est celui d'informer et de faire un peu le tri dans les informations que nos patients reçoivent. Hein. Voilà, pour dire que voilà, que peut-être que aujourd'hui on a quand même des connaissances fondamentales un peu costauds aujourd'hui sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire le tri, hein, et notamment démonter un petit peu certaines comment dire, tendances un peu farfelues. Hein. Ça me semble, en termes de déontologie, en termes d'éthique, important. En tout cas, c'est un sujet moi, qui me tient à cœur. C'est aussi pour ça le webinaire, c'est de dire qu'on a vraiment un rôle là-dessus. Je pense que c'est aujourd'hui un sujet de santé publique réellement, hein. C'est-à-dire que les fake news en santé, c'est un vrai problème. Et je pense que vous êtes tous sensibles à ces questions-là. Voilà. Donc notre premier rôle, c'est d'informer nos patients que pour sur son vélo, il y a des choses qui peuvent être faites pour améliorer d'une part son confort, hein, puisque avoir envie d'avoir les mains en bas du cintre mais ne pas être confortable, généralement ça se finit par ne pas avoir les mains en bas du cintre, hein, et puis ça peut être un peu frustrant. Hein. Du coup il y a quand même des choses à faire. Donc ça commence par de l'information. Pareil, si on se veut rester une profession qui comment dire, à la confiance, hein, de nos concitoyens, on doit pouvoir les informer correctement. Nos stratégies, bien évidemment, ça passe par un diagnostic structuré, comment dire, étayé. En l'occurrence, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on peut penser au test de flexion debout, on peut penser au test de flexion assis, hein, puisque on se rappelle la pratique du vélo, c'est une station assise. C'est assez différent, notamment sur la cinématique du bassin et notamment dans l'allongement des chaînes, d'allonger une chaîne en station assise et l'allonger en station debout, hein, ça réagit pas pareil. Donc à diagnostiquer les cavités. On peut penser notamment en position aéro, on peut penser les fossils iliaques. Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'au niveau viscéral, il n'y a pas des choses qui empêchent que ça y aille dans une amplitude, dans une fermeture tronc-cuisse prononcée, hein. Chez un athlète d'endurance, au niveau de cette même cavité, est-ce que en position aéro, le diaphragme, la course du diaphragme peut comment dire, parce que le diaphragme peut couvrir toute sa course, hein, c'est aussi des sujets, hein. Voilà, donc ça passe évidemment par un diagnostic de manière à accompagner de manière optimale nos patients. Voilà. Alors, et du coup, on les oriente plutôt vers de la mobilité ou vers de la souplesse. Alors ça, c'est aussi un sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est que le terme de mobilité c'est un peu imposé, hein, et remplace même celui de la souplesse. Hein. Alors j'ai mis, ouais, et c'est un fait tic, moi en tout cas ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors je sais pas s'il y en a qui ont fait la formation physiocycle là et qui sont là, on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce qu'il y a Ciel, tu veux dire quelque chose ou pas? Je sais pas, j'ai entendu un micro. Ouais, c'est pas le mien.
Non, ok. Oui, et donc la mobilité ou souplesse, point d'interrogation. Aujourd'hui, le terme mobilité s'est un peu imposé. Alors, j'ai pris la définition de mobilité. Alors, mobilité, c'est propriété, caractère de ce qui est susceptible de mouvement, ouais, de ce qui peut se mouvoir, être mu, changer de place, de fonction. Donc ça, c'est la définition de la mobilité. Souplesse, qualité de quelqu'un qui est souple. Donc ça renvoie bien évidemment à souple, comme le dictionnaire, il renvoie toujours à quelque chose d'autre. Souple, qui se plie, se déforme aisément. Alors, est-ce que si on veut accompagner nos cyclistes vers des positions plus aéro, il faut leur parler de mobilité ou il faut leur parler de souplesse? Pour ma part, j'aurais tendance à aller plutôt du côté de la souplesse. Vous l'aurez compris, je pense. Et ça nous renvoie, c'est aussi quelque chose qui, il me semble, est sensible dans nos professions, c'est que suite aux polémiques là, des années 2000, il se fait qu'à ce moment-là, j'étais athlète et que Comédie avait sorti son article, avait sorti un article. On le paye encore, cet article. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, je crois qu'on est d'accord, Cyril, c'est qu'on le paye encore. C'est-à-dire que cet article qui a suscité pas mal de polémiques et qui surtout a été déformé et a été interprété comme il n'aurait pas dû. Et aujourd'hui, effectivement, on en parle encore. Moi, j'ai encore des patients qui disent, mais alors, il faut s'étirer, il ne faut pas s'étirer, il faut faire quoi? Et même des collègues, on peut se poser la question. Pour la petite histoire, j'ai un gamin qui a 13 ans, ça fait un certain temps qu'il fait du sport. Pour l'instant, il ne sait toujours pas s'étirer. Il a fait du basket, du judo, et ils ne font pas d'étirement. Alors, c'est juste la petite anecdote, mais encore une fois, notre rôle de kiné, c'est de pouvoir dire il faut ou il ne faut pas, ou peut-être oui, peut-être non. Bref. Et du coup, en tout cas, sur cette polémique, il me semble qu'on s'est arrêté sur les effets aigus des étirements, et notamment des étirements, les fameux étirements passifs, et qu'on a oublié que les étirements, les effets aigus, ça ne recouvre pas l'ensemble des effets des étirements. Et notamment, on a oublié de parler des effets qu'on appelle chroniques. Alors, pour illustrer un petit peu sur ces fameux étirements passifs qu'il aurait fallu bannir. Je me rappelle, c'était il y a longtemps parce que je commençais à être un peu vieux, mais avant, j'avais vu c'était un sprinter, c'était pas un cycliste, mais j'ai vu la veille d'une finale du 100 mètres, un sprinter donc s'étirer pendant 10 minutes les ischio-jambiers, mais plus passif tu peux pas faire, plus course extrême tu pouvais pas faire, et ben le lendemain il a couru en moins de 9,90 et ça a pas l'air de le gêner. Donc je pense que oui, certes il y a des effets aigus qu'il faut connaître, notamment c'est la baisse de force, c'est la diminution de l'excitabilité des faisceaux neuromusculaires et la baisse de force conséquente, mais dans les effets chroniques, il n'a jamais été dit que la souplesse était délétère à la performance. Après, il y a certaines choses qu'il faut éviter. On peut penser à l'étirement des triceps chez le marathonien, parce qu'il y a certaines études, etc. Bon, voilà. En tout cas, pour ce qui sur le sujet là, en termes d'aéro, et si on revient aux cyclistes, il me semble que le cyclisme est un sport de souplesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être performant en cyclisme, il faut être en mesure d'adopter une position aérodynamique, et donc il faut avoir en tout cas une certaine liberté d'amplitude sur l'échelle qu'on a évoquée. Et donc ça nécessite une certaine souplesse. Pour illustrer, vous avez c'est l'ancienne génération, mais vous avez un Peter Sagan qui fait le grand écart. Vous avez un Christopher Froome qui, lorsqu'il faisait ses interviews post-étape, il les faisait en s'étirant. Ça n'avait pas l'air de le gêner, ni l'un ni l'autre. Donc, voilà. Donc, replaçons, je pense que vous le faites, mais c'est aussi notre rôle de replacer ça auprès de nos patients. Donc oui, il y a des choses à faire. Les étirements sont synonymes déjà en termes de sport d'endurance, les effets chroniques, il n'y a pas de perte de force, d'accord ? Par contre, on va voir, donc les études disent que c'est insignifiant. Sur les effets chroniques, tu t'étires à bonne distance de ton événement, perte de force, c'est insignifiant, d'accord ?
Et par contre, sur la flexibilité, sur la capacité à étirer, là, on a des effets de modéré à élevé. Donc, alors, par contre, on peut se tomber sur des athlètes qui sont déjà souples, naturellement, intrinsèquement, de manière innée, ils sont souples, peut-être ils ont moins de boulot à faire, mais celui qui est très carbonique, qui est conjonctif à fond, et ben lui, il va avoir peut-être, s'il veut progresser en aéro, probablement un travail à faire. En tout ça, ce qu'on sait, c'est que les athlètes professionnels, les cyclistes professionnels, notamment, s'étirent. Voilà. Et puis pareil, sur les effets, je reviens juste pour finir sur les effets aigus là, sur lesquels on a un peu fixé. Personne n'a dit que si tu prends la musculation, par exemple, si tu fais une musculation 10 minutes, une force max 10 minutes avant ton effort, la musculation, c'est délétère. Par contre, si tu l'as fait toute l'année et que généralement, c'est incontournable pour être performant dans le sport tel qu'on le voit aujourd'hui, que ce soit dans les sports explosifs ou dans les sports d'endurance, puisque les athlètes d'endurance font aussi de la musculation. Voilà. Donc, une fois qu'on a opté pour la souplesse, ça nécessitera évidemment de prescrire une routine d'exercice. Alors, ils ne le font pas, vous allez dire, ils ne font pas. On est tous confrontés à ça. Ils ne le font pas toujours. Certains le font, mais ils ne le font pas toujours. Mais en tout cas, c'est notre boulot de le dire. Et après, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est notre boulot de le dire. Et peut-être que peut-être que nous, en tant que kinés cyclistes, peut-être que pour nous, on peut s'appliquer à nous la routine qui serait pertinente. Voilà. Et alors, un point important, c'est là, pour le coup, sur le cadre du cycliste, c'est que ce qu'on propose en termes de positionnement, en termes de conditions, de préparation physique, en termes de stratégie de position, etc. Il faut garder en tête que ça doit être compatible avec le fait de pouvoir développer de la puissance. L'idée, c'est pas qu'il soit en chewing-gum et qu'il soit super aérobe et qu'il peut appuyer sur la pédale. C'est que l'athlète gagne en aéro, mais gagne en conservant bien évidemment la capacité à appuyer sur les pédales. Donc ça, c'est juste toujours le bon équilibre à trouver. Mais pour le coup, ça peut être aussi pour la personne qui est ultra puissante sur son vélo, mais qui n'est pas aéro du tout, peut-être qu'en étant nettement plus aéro, en développant moins de puissance, ce sera positif au bout sur la ligne, puisque le but, c'est quand même d'aller le plus vite possible. Le but, c'est pas de développer le plus de watts possible. Pareil, on va pas faire trop de digression. Voilà. Et évidemment, quand on a proposé une stratégie à un patient, c'est pas mal de pouvoir objectiver les résultats les adaptations que sera produit. Donc ça passe évidemment du diagnostic initial vers éventuellement un diagnostic intermédiaire pour ajuster, pour accompagner, voilà. Ça, évidemment, vous le savez. Alors après... Ouais, pour ne présenter qu'un exercice, on n'est pas là pour faire un... On va pas faire le panel de tous les étirements, vous les connaissez déjà en grande partie, mais peut-être qu'il y avait un petit exercice un peu spécifique, on va dire ça comme ça, en tout cas un exercice global qui permet de traiter la question de manière... efficace en termes de temps, c'est ce fameux, cet étirement de la chaîne statique postérieure sur lequel on ajoute le fait d'être en mesure de travailler coude joint, c'est-à-dire de mettre en étirement également le système huméroscapulaire, avec rhomboïde, trapèze, petit rond, infraépineux, deltoïde moyen, deltoïde postérieur. Alors, ça paraît... Tu as Sandy qui voulait intervenir. Ouais.
Sandy? Ah non, j'ai appuyé, je me suis trompée. Ah. Non, c'est passionnant. Ah, d'accord. Je me suis trompée, pardon. Ah, bah, on t'a obligé Ouais. d'intervenir, du coup. Ok, bah alors je te redonne la main. Yes. Donc en fait, alors évidemment que cet étirement-là, vous le connaissez, mais peut-être que la spécificité ici, c'est d'y associer l'étirement du complexe scapulo-huméral, hein, donc avec rhomboïde, trapèze moyen, trapèze inf, le infraépineux, petit rond et deltoïde moyen et poste. Hein. Alors, pour l'avoir testé un petit peu autour de moi, pour moi-même aussi, c'est pas si évident que ça. Hein. Notamment, alors, la partie chaîne statique poste, lombaire, thoracique, ça, évidemment, vous le savez, c'est pas facile pour tout le monde. Là-dessus, ce qui est important, c'est de bien faire prendre conscience que l'idée, c'est de le faire sur une antéversion la plus prononcée possible, hein, puisque cette antéversion de bassin, hein, le fameux pelvic tilt en anglais, ou en tout cas en vélo, on parle de la bascule du bassin, elle est nécessaire sur la selle. Hein, donc évidemment que dans l'idée d'être spécifique, on va la chercher, cette bascule du bassin, dans cette situation-là, d'accord, hein, avec, voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que pour l'avoir fait tester à plusieurs personnes, finalement, le fait d'être en mesure de mettre les coudes ensemble dans une position comme celle-ci, c'est pas si aisé pour tout le monde. En tout cas, même si la plupart sont pas loin de toucher, de mettre les coudes, de joindre les coudes, ça génère généralement des tensions importantes. Donc déjà, on y va tranquillou, hein, et puis si ça fourmille, les choses comme ça, vous connaissez, hein, le neuroménager, on n'y va pas trop fort, hein, mais c'est une manière d'étirer de manière un peu spécifique cette chaîne statique pour le cycliste. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Non, c'est ça. Hein, voilà. Après, de manière plus spécifique sur la bascule du bassin, ça me semble être intéressant, hein, puisque c'est un point clé. Je l'ai pas mis là, mais parce que vous le connaissez, mais donc je le dis, c'est de travailler sur l'étirement de la portion de l'anthèse, ischiatique des ischio-jambiers, hein, donc le tendon commun, etc. On sait que par là, c'est pas si évident, hein, pour beaucoup de personnes, c'est pas si évident de leur faire basculer le bassin, antéverser le bassin sur une position d'étirement des ischio-jambiers. Donc, vous savez probablement que pour viser plutôt l'anthèse supérieure, on travaille genou fléchi, hein, légèrement fléchi, en tout cas déverrouillé, ce qui permet par l'antéversion d'aller plutôt cibler l'étirement de la portion, on va dire ça comme ça, l'étirement de la portion haute des ischio-jambiers. Voilà. Hein. Donc après, évidemment que d'un point de vue plus individualisé, hein, il faudrait mettre ça en rapport avec le bilan et éventuellement aller travailler maillon par maillon en fonction de ce que vous aurez trouvé dans votre bilan. Hein. Mais voilà, ça c'est un étirement global qui pourrait être proposé. Ouais. David, pardon, excuse-moi, j'ai une question par rapport à cette bascule du bassin que tu évoques depuis tout à l'heure. Ça m'a un petit peu interpellé. Dans la position qu'on voit sur la vignette, j'ai du mal à voir comment le bassin ne peut pas être que rétroversé, quoi. Enfin, donc là, ce que j'en comprends, c'est que pour toi, il y a une forme d'antéversion, malgré tout. Mais en tout cas, il y a une tentative. Alors, peut-être que j'ai fait la photo vite fait pour moi, pour que ce soit plus pratique. Voilà. Il y a l'idée, en tout cas, de rechercher cette antéversion. Alors, évidemment que dans cette position-là, ça va être plus dur que sur le vélo. Hein, parce que sur le vélo, tu noteras que tu n'es jamais en extension complète de genou. Donc tu as une réserve de mobilité qui sera permise par la légère... l'extension, la légère flexion de genou, on va dire ça comme ça. Hein, donc c'est-à-dire l'angle d'extension résiduelle au niveau du genou, comme on dit en vélo. Hein. Mais tu noteras aussi que sur vélo, tu ne seras jamais comme ça. Sauf à risquer de te prendre le mur. Donc, en fait, tu vas avoir aussi une réserve de mobilité au niveau de la portion cervicale, hein, de cette chaîne statique. Et du coup, ça va te permettre sur vélo de plus facilement antéverser. Là, on est dans une situation un petit peu au-delà de ce qui est proposé sur un vélo. Hein. Et du coup, mais le fait d'aller au-delà en situation,
hors vélo, c'est aussi une manière de se construire une réserve de tolérance à la position. Hein. Si sur ton vélo, tu es ric-rac en permanence, il y a quand même de grandes chances qu'au bout d'un temps assez court, tu ne sois pas bien. D'accord ? En tout cas, pour revenir à ta question sur l'antéversion, ici, tu vas chercher l'antéversion. Donc, tu vas chercher par l'antéversion la mise en tension, l'accentuation de la mise en tension sur les ischio-jambiers et d'enrouler donc le rachis lombaire thoracique cervical sur une antéversion de bassin la plus prononcée possible. Après, tu prends si on avait mis une danseuse, j'avais une danseuse sous la main, ça aurait été plus évident. Bon, il s'est fait que je ne suis pas raide, mais je ne suis pas non plus le plus souple. Et du coup, voilà. En tout cas, je tente là de faire une antéversion, oui. D'accord ? Après, oui, sur cette antéversion de bassin, et comme je le disais, ça interroge le contrôle neuromoteur sur le vélo, hein, mais ça aussi, et donc ça interroge aussi la proprioception. Donc, ça nécessite d'être senti sur le vélo, hein, notamment, ça interroge aussi le choix du matériel, c'est-à-dire on peut penser, là en l'occurrence c'est la selle, et du coup ça nécessite, c'est pas que s'étirer, hein, puisqu'on l'a vu, gagner en souplesse ça suffit pas pour que ça se traduise sur une amélioration de l'antéversion de bassin sur le vélo. Donc c'est un ensemble de paramètres qui sont à mettre, à rassembler, hein, on fait notre petite sauce, on rassemble pour que obtenir le truc le plus optimal pour un individu donné, dans une situation donnée, à un moment donné, la solution, le truc le plus optimal. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, merci. Merci. Tu as aussi Sandy qui a levé la main et aussi Morgan. Alors, je ne sais pas si vous avez une question à poser tous les deux. Moi, j'arrive pas à retirer la main, excusez-moi. Non, c'est pas grave, Mais c'est passionnant, merci beaucoup. Et Morgan, tu avais également, tu voulais poser une question ? Non, a priori c'est bon. Ah non, attends. Je suis désolé, moi j'ai pas levé la main. Ok. Pas de souci, ça apparaît comme ça. Ouais. Et encore par rapport à ça, et après on va passer à la programmation, par rapport à ça... Attends, mais j'avais quand même, je profite parce que sur le sujet, sur le chat, je crois qu'il s'était interrogé sur, tu sais, alors déjà tu avais parlé donc de la posture à adopter, et puis tu avais dit que finalement la posture, comme tu dis, ça sert à rien qu'elle soit parfaite si elle n'est pas maintenue. Tu vois, donc c'était abordé dans le chat. Je pense que tout le monde est assez d'accord avec ça et avec toi. Je pense qu'aussi, dans le travail que l'on fait, on peut peut-être imaginer qu'on donne des étapes. Tu vois, on a un objectif de posture et peut-être qu'on a des objectifs de traitement, mais aussi peut-être que la posture, elle peut être évolutive. Se dire, c'est peut-être là, celle-là, on ne peut pas la tenir longtemps, c'est celle qu'on vise. En attendant, on fait un intermédiaire, quoi. Tout à fait. Et ça, on va juste en parler après. J'ai un petit slide programmation après pour parler un petit peu de cette dimension-là. Et on va aborder ça. Juste que je vois dans mes notes là, par rapport à ça, notre rôle aussi, c'est de prévenir des effets délétères de cet engagement, en tout cas de ces contraintes. De ces contraintes biomécaniques, c'est ça. Parce que on est bien d'accord que pour certaines personnes, travailler dans ces positions-là, rouler en position aéro de manière prolongée, et notamment lorsqu'on n'y était pas et qu'on y arrive, ça résonne un petit peu à ce que tu viens de dire, Cyril, hein, ça peut générer, ça peut réagir, ça peut engendrer, faire émerger des problématiques ou déclencher des symptomatologies, et du coup, évidemment, notre rôle, c'est de prévenir ces effets-là. Donc, c'est évidemment le dosage, c'est la programmation dans laquelle, qu'on va aborder juste après, mais c'est aussi la connaissance des spécificités ergonomiques, des spécificités biomécaniques liées à la pratique du cyclisme. Hein. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas l'objet, hein, mais savoir qu'est-ce qui
à quelle contrainte un disque, par exemple, enfin, intervertébral est soumis sur un vélo, qu'est-ce qui se passe au niveau des spinaux, hein, qu'est-ce qui se passe, hein, etc., etc. De manière à pouvoir faire notre sauce, hein, et dire, bah, ok, là je fais ça, je sais que je risque ça, donc je vais faire ça comme ça, etc. Pour pouvoir proposer, alors il y a, comment dire, il n'y a pas de voie royale, hein, il n'y a que des chemins, comment dire, et ça ce qui est intéressant aussi, hein, il n'y a que des chemins où on va tâtonner un petit peu, voilà, selon les uns, les autres, selon l'âge, hein, on peut penser que plus ça avance dans l'âge, plus il va falloir être un peu précautionneux, et ça, encore une fois, je le vis au quotidien, voilà, mais ça fait partie de notre job et notamment de notre crédibilité de kiné, hein, parce que quand il propose des choses et que la personne en revient en vrac, alors ça arrive, évidemment que ça arrive, vous le savez tous, et que celui qui dit que ça lui est pas arrivé, on peut le regarder un peu, hein, mais le moins possible quand même, hein, d'accord, voilà. Alors oui, et du coup alors ça c'est il me semble, ouais, c'est la dernière slide là. Sur la programmation un petit peu de tout cela, alors pareil, il y a des choses qui me questionnent et il y a un point qui m'interroge souvent, c'est que souvent la performance est comment dire, est symbolisée par une pyramide. Donc avec la base, l'idée que tu fais ton foncier, tu vois, tu fais le socle et tu arrives au top niveau des Jeux Olympiques, à la pointe de la pyramide. Sauf que l'entraînement, c'est pas une pyramide, hein, et ça me semble important d'avoir ça en tête. L'entraînement, parce que ça sous-entendrait que en fait, tu fais ton volume l'hiver et puis l'été tu fais que de l'intensité, hein, et ça c'est l'une des dimensions qui me semble comment dire, qui a quand même fait beaucoup évoluer l'entraînement ces dernières années, et notamment l'entraînement d'endurance, hein, c'est que c'est le volume qui fait l'adaptation, qui fait les adaptations et par extension qui fait la performance, hein. Du coup notre programmation, il faudra plutôt, à mon sens, hein, alors c'est un exemple, hein, mais il faudra plutôt se la visualiser comme un hexagone, c'est-à-dire que comme quelque chose qui s'appuie sur une base large, mais qui a plutôt tendance à être de plus en plus large au fil de la préparation, et pour finalement ne se réduire en termes de volume que de manière assez comment dire, limitée, hein. Si on prend les cyclistes qui préparent un enjeu, comment dire, une course majeure, on peut penser par exemple à une course par étape, ils ne réduisent leur volume d'entraînement que dans les dernières semaines, hein, c'est une quinzaine de jours, hein, avant de manière à être au top niveau au jour J. D'accord. Donc cette idée de la pyramide, cette image de la pyramide, je pense que, enfin moi en tout cas elle me gêne, je vais dire ça comme ça, j'ai juste parlé pour moi, hein, elle me gêne un petit peu, et je pense que il faut plutôt visualiser ça comme quelque chose de plus, voilà, de plus basé sur le volume, qui illustre plus le volume. Alors et pour revenir sur le sujet, pour mettre ça en rapport avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, construire comment dire, une qualité aérodynamique, construire des aptitudes, des habiletés aérodynamiques, et dans ce qui nous intéresse, construire une capacité, une habilité motrice à être aérodynamique, ça doit se baser sur une forme de volume, hein. C'est-à-dire qu'il faut le répéter, hein. Il faut le répéter. Par exemple, on partira sur la question de la souplesse. À moins de 3 séances par semaine, ça me semble être... voilà, on sait qu'à 2, on est dans l'entretien, et à 1 fois par semaine, on a peu d'adaptation, ce ne sera pas significatif. Alors, ce n'est pas 3 séances par semaine de 2 heures, hein. Une petite routine efficace d'étirement pour un cycliste, ça dure 20 minutes.
hein, et à 3 fois par semaine, on va pouvoir avoir des adaptations chroniques, hein, des effets chroniques, des adaptations, des effets sur le conjonctif, puisqu'on joue quand même sur la plasticité. L'idée, c'est qu'à terme, on ait des effets sur l'allongement de des chaînes qu'on a évoquées, hein, et du coup, il va falloir qu'il y ait un volume de contraintes, hein. Vous le savez, hein, si la contrainte est insuffisante, il n'y a pas d'adaptation. Si elle est trop importante, ça casse, hein. Et là, ça nous, il faut s'appuyer sur du volume, et du coup, ce volume va nous permettre finalement de ne pas être dans l'intensité, hein, puisque, en l'occurrence, en termes d'étirement, on sait que l'intensité trop importante, ce sera plutôt contre-productif, puisque ça va produire plutôt l'effet inverse. Donc ça, c'est un premier point. Et évidemment que cette programmation, elle doit être individualisée, hein, et que on s'adresse pas à un cycliste pro comme on s'adresse à un cyclosportif. Un cycliste professionnel qui s'entraîne 30 heures par semaine versus quelqu'un qui fait plutôt du vélo pour le loisir et qui va rouler, je sais pas, il va faire 2-3 heures dans la semaine sur home trainer plus la sortie longue le week-end. Au final, ça lui fait 5-6 heures. On ne s'adressera pas à lui de la même manière. D'accord ? Pour autant, c'est probablement même à ce cyclo-sportif que qu'on a le plus de choses à dire, hein, parce que finalement c'est lui qui, je sais pas, s'il travaille debout toute sa journée, il risque d'avoir ces différentes chaînes un peu toniques, on va dire, et du coup il aura peut-être intérêt, et notamment s'il passe que 5 heures sur son vélo, ce serait pas mal que dès qu'il est sur son vélo, il soit bien sur son vélo, parce que s'il met 2 heures à se sentir bien, sur la sortie longue, il va rester plus qu'1 heure. Du coup, c'est programmer en fonction évidemment des individualités auxquelles on s'adresse, et par rapport à un professionnel qui va passer un certain nombre d'heures en position aéro, lui, sa souplesse, finalement, peut-être qu'il va la faire dans ces conditions-là. S'il passe, je sais pas, 20 heures en position 10 heures, 15 heures, 20 heures en position aéro, il aura même probablement moins besoin que celui qui, finalement, y passe moins de temps. Encore que, on l'a dit, hein, les professionnels s'étirent, hein. Donc, en termes de programmation, hein, on pourra penser que selon le diagnostic, on ira peut-être cibler le travail un peu plus spécifique de certains maillons des chaînes en question. Mais en tout cas, on l'amènera progressivement. Hein, on l'amènera progressivement, ça vous le savez faire. Enfin, on sait tous le faire, on est kiné, de boulot. Par contre, sur le vélo, on va commencer par un temps de soutien adapté, hein, je sais pas, c'est la consigne de se mettre en position aéro pendant 10 minutes toutes les heures, alors si c'est trop, c'est 5 minutes, si c'est pas assez, etc., pour aller vers un volume de position aéro plus conséquent et optimal par rapport à l'objectif de la personne, hein. Si vous n'allez pas lui demander d'être en mesure d'être aéro pendant 12 heures, si sa course c'est 4 heures, hein, l'idée c'est d'arriver à l'objectif. Évidemment, dans la programmation, ça sert à rien d'être au top de ton aéro au mois de septembre, alors que ta course elle est au mois de juin, hein, parce que tu risques de te lasser, et dans la tronche, on sait que la disponibilité, la motivation, c'est un déterminant important de la perf. Donc celui qui aime pas s'étirer, alors certes, ça doit rentrer dans sa routine, mais tu vas pas en mettre trop dans le début. Par contre, l'idée, c'est justement dans l'idée de ce losange là, de construire un peu, aller vers un volume qui augmente et qui est pertinent pour une personne à un instant donné. Après ce travail de la position aéro, c'est aussi le mettre en rapport avec les intensités d'effort. Si tu es en mesure d'être aéro à basse intensité, c'est déjà une bonne chose, et c'est souvent ce par quoi on va commencer. Tu vas dire à la personne, tiens, mets-toi en position aéro quand tu fais ton endurance fondamentale, quand tu es sur ton home trainer. Tiens, la question du home trainer. Si quand tu es sur ton home trainer, tu passes, pour ma part, je passe 5 jours par semaine, parce que c'est comme ça. Si c'est 5 jours par semaine, tu es en train de regarder la télé en étant dos droit sur ton vélo, c'est
tu t'éloignes de la spécificité, donc tu ne mets pas à profit ce temps-là pour travailler et pour te mettre en situation, pour aller vers de la spécificité. Okay, donc, cette position, voilà, la travailler d'abord à des intensités métaboliques basses, hein, pour aller vers des intensités, être capable de la tenir dans des intensités plus importantes. On peut penser au tempo. Hein. Tempo, c'est l'intensité, ce qu'on appelle soutenue en vélo. Hein. C'est celle où généralement on roule une bonne partie du temps lorsqu'on est dans une cyclosportive, dans une course, etc. Voilà. Donc, et pareil, voire à des intensités au-dessus avec des modulations. Hein. On a vu que dans une position très très aéro, parfois tu peux pas faire passer la puissance. Du coup, ça va être de trouver en tout cas le bon degré d'engagement en termes de position pour que ce soit compatible avec l'objectif qui est quand même, en tout cas pour la plupart, de rouler soit plus vite, soit en dépensant moins d'énergie. Et donc, ouais, toujours avec l'idée que c'est toujours la question de la tolérance qui va être importante. Donc, construire cette tolérance, c'est construire un volume, s'appuyer sur un volume de contraintes, hein, s'appuyer sur une dose, une intensité justement dosée pour cette même contrainte, et s'assurer que s'assurer également une réserve de tolérance à la position pour que, une fois sur vélo, ce soit confortable, généralement plus agréable et donc la plupart du temps plus satisfaisant. En plus, comme on dit, on a l'air d'un coureur, hein, pour la formule un peu consacrée, c'est toujours plus sympa. Voilà. Hein. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais évoquer. Je ne sais pas si ça a été trop long, trop court, bref. En tout cas, c'était ce que je voulais vous dire à peu près. S'il y a des questions, ça permettrait de rebondir, voire de préciser des choses. Je vous écoute. Ben là, à vrai dire, comme les micros, vous pouvez ouvrir vos micros s'il y a des questions. Peut-être que c'est mieux que le chat. Ouais, salut David. Moi j'ai une question pour rebondir par rapport à la position, à l'inclinaison du buste et par rapport au bilan qu'on a vu avec toi en formation. Si tu devais rajouter dans ton bilan une inclinaison du tronc, ton inclinomètre, tu le mettrais sur quel repère osseux, histoire d'être toujours à peu près fiable et voilà ma question. Attends, moi juste, David, tu veux pas éclairer chez toi là parce que... Ah, pardon. Voilà. Pardon, désolé. Yes. Alors, tu as différentes choses. Déjà, pour mesurer l'inclinaison de bassin, hein, donc l'antéversion qui est un point déterminant pour la capacité à incliner le buste, hein, ça va être de poser ton inclinomètre sur le sacrum. Ça, c'est un point. Et après, tu vas pouvoir, objectiver, par exemple, au niveau de la charnière thoracolombaire, ça peut être un deuxième point, et ensuite en milieu thoracique moyen. Ça te fait 3 points, trois références qui te permettent d'objectiver un petit peu, l'inclinaison du buste. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions là? J'ai vu que vous sur le chat là, c'était un peu sur justement la syphose avec l'antéversion là, c'était un peu incompatible. Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? C'est le moment. Alors justement là, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. L'antéversion du bassin, elle est justement là pour limiter la syphose et donc limiter la mise en tension de la chaîne postérieure et donc gagner en capacité à incliner le buste. Ouais. Alors, tu vois ce que je perçois dans le questionnement, c'est comme on est en syphose, on peut pas tendre vers, tu vois, et donc quand tu dis antéversion, ça voudrait dire qu'il faudrait être en antéversion, tu vois. Donc je pense que c'est Ah oui, alors justement, ouais. c'est pas tout à fait la même chose, quoi. C'est là où c'est important, c'est que ça part du bassin.
Et ça, c'est un point important, c'est que le placement du bassin sur la selle va définir, Voilà, d'accord. au-delà des réglages, etc., va définir ta capacité justement à limiter la syphose. Ouais. Puisqu'on l'a vu, l'idée c'est quand même aussi d'avoir une ligne du dos la plus horizontale possible. Plus tu vas être en mesure d'antéverser, moins tu auras besoin d'inscrire de la flexion au niveau lombaire, au niveau thoracique, et donc plus tu seras aéro. D'accord, ok. Et probablement plus ce sera mieux pour ton dos, quoi. Également. Moins Donc tu vas mettre. On connaît la flexion. Après, il y a aussi. Enfin, on va pas rentrer, mais voilà, mieux ce sera pour ton dos. On va dire ça comme ça. Ouais, mais il faut savoir que les contraintes au niveau chez le cycliste, elles sont quand même assez différentes de ce qu'on peut voir notamment chez le travailleur assis, le poste de bureau, classique, etc. Il y a d'autres choses. C'est une station assise, mais il y a des paramètres qui font une spécificité qui font que les effets délétères sont quand même un peu différents. Mais effectivement, sur l'étirement de tout le système capsulo-ligamentaire postérieur, on sait que moins on l'étire, mieux c'est. Et donc, l'antéversion du bassin, elle va permettre de préserver ce système capsulo-ligamentaire. Et pour la tolérance, notamment à la position, ça permet de gagner du capital tolérance, on va dire. Ok. Les amis, allez-y, hein, si vous avez des questions. Bon, c'est peut-être aussi l'heure d'aller manger, peut-être. J'ai une toute petite question par rapport à, tu l'as évoqué tout à l'heure, savoir objectiver un peu les progrès ou l'amélioration, alors du confort mais aussi des performances. Cyril, tu l'as aussi évoqué, souvent c'est des tests qu'on va faire en home trainer finalement avec ses patients. Et du coup, on est un petit peu limité là. Donc le confort, tu peux vite l'objectiver même sur un entraîneur, mais être confronté à la résistance de l'air, c'est quand même plus compliqué, quoi. Alors, ta position, tu peux tout à fait la travailler sur home trainer. Le fait qu'il y ait de l'air ou qu'il n'y ait pas de l'air, ça change rien sur la position en elle-même. En fait, ça change ta perception à l'effort. Donc ça, c'est autre chose. C'est plus de l'ordre du subjectif auquel il faut se confronter. On est complètement d'accord. Par contre, tu soulèves un point important, c'est ce qui est difficile à objectiver. Et ça va être la manière dont cette position elle va se dégrader ou pas. Et là, pour le coup, je vous renvoie sur j'ai écouté un podcast là qui était de cyclisme performance et c'était quoi et sur l'aérodynamisme. C'était très bien fait. J'ai oublié les noms des Baptiste Frémaux et Sébastien Ricciardi. Ils ont fait un truc intéressant et l'un des enjeux, notamment chez les pros, c'est de mesurer la dégradation de la position et donc la dégradation de l'aérodynamisme. Voilà. Alors, nous, à notre niveau, on ne va pas passer en soufflerie, etc. Voilà. Par contre, c'est s'attacher à se dire, voilà, est-ce qu'en fin de sortie, la position telle que je la pense aéro, est-ce que je suis capable de la tenir ? Et donc ça fait partie, on est encore dans la programmation, c'est-à-dire objectiver comment je peux tenir cette position. Alors par rapport à un patient, c'est plus compliqué, on est d'accord, mais ça va être tout simplement lui dire, voilà, ok, là c'est votre position, c'est lui donner des infos, des feedbacks, le familiariser à cette position pour qu'il ait un rapport fin à cette position-là, qu'il sache quand il y est dans cette position, et se dire, ok, cette position-là, vous allez essayer de la tenir. Sur le coup, quand tu parles de home trainer, il faut que le vélo sur le home trainer ou le home trainer, la position soit la même que sur son vélo, ce qu'il utilise en conditions réelles. Mais c'est d'essayer de se caler sur cette position-là et de la garder le plus longtemps possible, de voir combien de temps on peut la garder. Est-ce qu'elle est trop engagée ? Il faut la rendre moins engagée pour qu'elle soit plus soutenable, puisqu'on a vu que c'est vraiment la question du temps où on peut la tenir est quand même la question la plus clé. Voilà. Mais bon, après, ça, c'est effectivement pas évident. Ça pourrait être simplement dire, écoutez, fin de sortie, je sais pas, vous passez devant chez vous, vous demandez à un copain, votre femme, vos amis, votre fils, de vous filmer, est-ce que j'ai l'air d'un coureur ? Mais oui, c'est un point clé. Comment on objective
Alors, l'objectiver en termes de instantané sur un temps court, on peut le faire, c'est facile. Bon, aujourd'hui, il y a tout un tas de systèmes de captation vidéo qui peuvent le permettre. Moi, j'utilise assez peu, mais bon, j'ai d'artifice sur mon téléphone et ça fonctionne. Mais c'est effectivement au-delà, sur la route, dans les conditions réelles, au bout d'un certain temps, en conditions de course. À l'entraînement, c'est pas la même chose. Si c'est quelqu'un qui court, c'est pas la même chose. Mais oui, mais ça, c'est... Alors, et pour le coup, ça se construit pas en 2 secondes, quoi, hein. C'est un facteur, comment dire, un paramètre de la condition physique, de la condition position, entre guillemets, de la condition ergonomique du coureur. Et ça se construit bout par bout pour arriver à l'objectif, ou en tout cas à la situation la plus optimale possible. Et tu te fies pas du tout aux notions de puissance sur une durée donnée alors, ça, c'est une question. Est-ce que quand je change ma position, je fais un test sur 20 minutes, est-ce que c'est représentatif de ce qui va se passer sur 5 heures ? C'est difficile de le dire. Notamment sur un test en salle, par exemple sur un trainer en salle, et par rapport à la route, c'est difficile à évaluer. C'est ça, c'est la limite des gains qu'on peut espérer, par exemple d'un superpositionnement. C'est, à mon sens, le positionnement, oui, il y a quand même des choses qui permettent d'être plus efficient, mais c'est quand même la question du rapport efficience du rendement et la question du confort. C'est ce ratio-là qu'il faut interroger. Si la personne, elle est super bien sur 20 minutes, mais au bout de 5 heures, enfin, au bout de 2 heures, elle n'en peut plus, on sait clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et donc, ce sera forcément au détriment de sa production de puissance, puisqu'elle va se remettre les mains en haut, et du coup, elle va prendre le vent en pleine face, et elle aura beau mettre la puissance qu'elle veut, elle n'avancera pas. Donc après c'est fin, quoi. Et d'ailleurs ça se fait pas en une année, hein. C'est un process, quoi. On peut penser là, je sais pas si certaines collègues sont là, mais qui travaillaient, il y avait des collègues qui sont venus en formation, qui travaillaient dans des écoles de cyclisme. Ben ça, c'est dès là que ça se construit, hein. Je repense à l'interview du kiné de Mathieu Van Der Poel, il dit c'est des années de boulot. Donc c'est comme tout, hein. C'est Simone Biles, c'est pas en une année, c'est voilà. Hein. C'est sûr. Ok, merci beaucoup. Bon, très bien. Bah écoute, je crois quand même qu'on a fait il est 20h37. Je crois qu'il est temps pour tout le monde d'aller s'occuper de sa famille et d'aller manger. En tout cas, merci pour ta présentation. Du coup, moi, je suis pas forcément cycliste, donc j'apprends des choses, c'est intéressant. Mais j'avais déjà eu les retours de ceux qui étaient en formation et tout ça. Bon, c'était pas le même sujet, mais en tout cas, voilà, ça intéresse, ça nous intéresse en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout le monde a pris plaisir ce soir, et puis qu'on aura d'autres occasions. Prochain webinaire le 17 septembre, en compagnie d'un kiné ostéo qui a une grosse activité sur les réseaux sociaux, donc qui est un influenceur, et en fait qui est trailer, et qui est trailer depuis pas très longtemps, mais qui s'est lancé dans le défi d'aller faire la petite boucle du Mont Blanc, d'aller faire la petite boucle là du Marathon des Sables. Donc c'est super de pouvoir échanger avec lui et des formateurs de notre formation phare en kiné du sport et expertise. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, pour que ce webinaire, vous inscrivez sur le webinaire d'SSK, c'est gratuit. Et puis on se retrouve à 19h de la même manière. Voilà, et je serai là également. Oui, Marie, c'est bien Stéphane qui sera là. Oui, ça s'écrit Stéphane, mais c'est Stéphane, c'est ça. Voilà, et puis il y aura Émeric, il y aura également, j'y serai, et puis il y aura également Martin Barillon. Voilà, on échangera un petit peu sur différents thèmes autour de la course à pied. Voilà, je m'arrête. Merci David, merci à toi, et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.